Bonjour et merci à Jean-François Noël qui est éleveur dans la Manche, à l'élevage du taux, qui a bien voulu m'accompagner pour témoignage sur le sujet. Donc, le point d'interrogation à la fin d'un projet pour les éleveurs, c'est bien évidemment de la provocation. J'ose espérer que la réponse oui est une évidence. Donc, trois étapes dans notre présentation. Le projet Sogène de façon générale, pour rappeler que c'est un projet qui a été monté en partenariat. Quelques explications, commentaires sur la démarche de déchiffrage du génome et les différentes étapes et l'intérêt que peut en tirer l'éleveur, et quelques premiers résultats, notamment en matière d'allure et de son en liberté via la technique de l'accélérométrie. Donc, le comité de pilotage intitulé Génétique, Génomique, Sport a associé des représentants de la SHF, des races de sport et des scientifiques de l'INRA de l'IFCE. Donc, ça a été une décision très partenariale que de partir dans cette démarche. Ça a été validé par le conseil scientifique de l'IFCE et par le fonds EPRON qui ont financé le projet. Et les choses ont démarré en 2015 par 2 campagnes de mesures organisées dans le cadre des concours de la Société hippique française. Concours de chevaux de 4, 5 et 6 ans, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas de moins de sensibilité sport. Sogène, c'est un acronyme pour génomique du saut d'obstacle, pour mémoire. Et signe d'intérêt pour cette démarche-là, alors que nous avions commencé à travailler sur les allures et sur le modèle, comme complément de la performance, en information sur la performance, le Stud Bruxelles français nous a demandé de prolonger le projet dans le cadre d'un autre projet que j'appelle Fille naturelle de Sogène, CARACT-SF, qui travaille sur l'aptitude au saut d'obstacle mesurée par les concours de 3 ans. De façon extrêmement simplifiée, ce que c'est qu'une démarche génomique. L'objectif, c'est de connaître le potentiel génétique, le génome d'un cheval en 700 000 points sur l'ensemble de son génome. Pour mémoire, Maud nous a montré tout à l'heure une image de l'ADN au niveau d'un noyau. Dans chaque cellule, dans le noyau de chaque cellule, on a les spermatozoïdes, 31 paires chez le cheval, les chromosomes, pardon, excusez-moi, 31 paires chez le cheval. Lorsqu'on déplie un chromosome, on déplie le brin d'ADN qui constitue le chromosome en question et on défile ce brin d'ADN sur un petit appareil intitulé une puce ASNP qui permet de le lire, de le déchiffrer, de l'imprimer. Je prends souvent l'image d'un bouquin de 500 pages. Dans l'ADN d'un cheval, vous avez autant de caractères que dans un bouquin de 500 pages. Mais pour le moment, sur tous ces caractères, on ne connaît ni le plan des différents chapitres, ni le sens de chacun des mots. Donc l'objectif est d'arriver à déchiffrer la génomique, ça consiste à déchiffrer ce qui est inscrit sur l'ADN. À titre donc, pour le déchiffrer, on va décrire, et c'est ce qu'on appelle la caractérisation fine, on va décrire de façon aussi détaillée que possible notre échantillon de chevaux. On va comparer les 50 qui ont les plus grandes oreilles et les 50 qui ont les oreilles les plus courtes. On va comparer leur ADN et on va repérer
les différences qui existent de façon systématique entre ces deux lots de chevaux extrêmes, et on arrivera à localiser et à comprendre le mot oreille longue ou oreille courte le long de l'ADN, de façon extrêmement simpliste. À titre indicatif, concernant la taille au garrot, on a déjà repéré un gène majeur. On a fait un test statistique qui s'appelle le GWAS pour les initiés. Et sur le chromosome 3, on aperçoit une différence très significative, une grande variabilité liée à la taille des chevaux. Sur la population des chevaux selles français ou apparentés qui ont été mesurés dans le cadre de ce gène, il a été chiffré que les chevaux qui étaient grands sur le QTL en question avaient toisé en moyenne 1,69 m. Les chevaux qui étaient grands moyens, qui étaient hétérozygotes, toisaient en moyenne 1,66 m et seulement 1,63 m pour les chevaux qui étaient petits. Donc on voit se profiler un test sur la taille qui, vraisemblablement, devrait à terme être intéressant, notamment dans les croisements chevaux-poneys qui sont très pratiqués actuellement, une fois qu'on aura affiné les choses. Donc ça n'était qu'une illustration, mais c'est, je crois, assez parlant. Donc la démarche commence par ce qu'on appelle une caractérisation fine. Donc on essaie de décrire de façon aussi objective, donc par des mesures, et aussi détaillées que possible, des mesures en grand nombre, notre population de référence, de l'ordre de 2000 chevaux. Les deux techniques qui ont été employées sont des techniques qui avaient été développées dans les années 98-2002. L'une par l'équipe de Madame Crevier-Denoy et de Philippe Porcelot, la morphométrie en 3 dimensions. L'autre par l'équipe du docteur Barret, l'accélérométrie, soit pour les allures, soit pour le style à l'obstacle. La plupart d'entre vous nous ont vu pratiquer sur le terrain, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces mesures. Donc dans la pratique, nous avons mesuré 1500 chevaux aux allures, 1500 chevaux au modèle, et en complément de cela, 350 par an, donc nous sommes maintenant à 1000 chevaux mesurés sur le saut en liberté, quelques individus étant mesurés simultanément selon les 3 techniques. Sur chacun des critères mesurés, qui sont très nombreux, on a procédé à une indexation phénotypique de chaque cheval. L'indexation phénotypique, c'est que ça consiste à comparer le cheval par rapport au reste de la population. Et les éleveurs propriétaires se sont vus adresser ce type de restitution. À titre d'exemple, dans la colonne de gauche, la représentation des allures, avec donc une caractérisation pour chacune des allures, selon une dizaine de dimensions. Et sur l'obstacle, et je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on va le développer dans les diapos suivantes, le positionnement de chaque individu sur pas mal de critères décrivant son style à l'obstacle. À titre d'exemple, pour chacune des allures, nous avons évidemment la vitesse. Ça n'est pas de l'accélérométrie, ça c'est simplement l'effet du chronomètre, mais c'est important parce que ça conditionne les autres dimensions. La cadence, la longueur des foulées, la régularité de chaque foulée. La régularité, c'est le fait qu'une foulée ressemble à la précédente et à la suivante. La symétrie de l'allure, le déplacement vertical qui correspond à ce que les cavaliers appellent le rebond, la puissance verticale et les puissances selon les 3 axes, l'axe vertical, l'axe horizontal dans le sens de la locomotion et l'axe dilatéral ou transversal de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc sur chacune de ces dimensions, on positionne le cheval par rapport à ses congénères et ça donne son profil. En analysant ces dimensions, et tout ça c'est un travail fait notamment essentiellement par Anne Ricard, qui
qui travaille à la fois pour l'INRA et pour l'IFCE. Et je ne dis pas ça seulement parce que nous sommes dans un site de l'INRA. Quelques conclusions qui ont le mérite d'avoir été chiffrées. Nous avions demandé aux cavaliers de nous montrer les chevaux au trot moyen et au trot de travail, au galop moyen et au galop de travail, mais aussi au pas. Au trot de travail et au trot moyen, les caractéristiques du cheval sont les mêmes. Au galop de travail et au galop moyen, les caractéristiques du cheval sont les mêmes. Donc l'effet cavalier sur la façon dont il utilise son cheval ont peu de conséquences sur la mesure que l'on fait sur les allures, au moins de façon instantanée. Les principales différences entre les différents groupes de chevaux se font d'abord sur la cadence. On a des chevaux avec des cadences lentes et d'autres chevaux avec des cadences rapides, et sur le déplacement vertical ou sur le rebond, qui est très associé à la puissance verticale. Ces dimensions-là sont extrêmement irritables. Pour mémoire, des performances comme la quantité de lait ou chez le cheval, la performance en saut d'obstacle ou la performance en course au galop sont de l'ordre de 25 ou 30%. Là, on a des irritabilités de l'ordre de 50%, ce qui est très important. Par contre, on s'aperçoit que, en poussant un petit peu l'analyse, que une cadence lente et un rebond sont très liés à la taille. Ça pourrait être une évidence, mais c'est confirmé. Et à contrario, il n'y a quasiment aucun lien entre les mesures que l'on a faites sur les allures et les aptitudes au CSO. Conclusion pour les éleveurs, on peut, si on veut positiver sur cette dernière statistique, on peut, dans son élevage, sélectionner sur les allures si ça correspond à la demande de la clientèle sans détériorer l'aptitude au CSO. Donc ça permet de cultiver plusieurs axes à la fois. Même démarche sur l'obstacle en liberté, donc des mesures faites sur celles-ci. Ces analyses sont faites sur 753 ans et chaque année on en a 300 de plus pour consolider les choses. Donc 5 dimensions au moins sur lesquelles l'on a fait des restitutions aux éleveurs. La frappe, la frappe des antérieurs au moment de l'appel, la poussée des postérieurs, le temps d'envol et l'impact à la réception. Avec une autre dimension qui nous est apparue intéressante, ce qu'on a appelé la balance, qui est le rapport entre la poussée des postérieurs et la frappe des antérieurs, qui donne une bonne indication sur l'équilibre des chevaux. Et donc, ce sont ces dimensions-là qui sont restituées à l'éleveur en fin de campagne de mesure. Dans l'analyse des dites mesures, la balance est un très bon indicateur de l'équilibre du cheval. On va l'illustrer par quelques diagrammes dans les diapos suivantes. La poussée des postérieurs et le temps de planer sont des dimensions très irritables. Et le temps de planer est un indicateur, ça c'est de la balistique, la hauteur à laquelle monte le centre de gravité du cheval. Et cet indicateur semble le plus prédictif de la performance ultérieure. Il se trouve que parallèlement à ça, cet indicateur est aussi très corrélé avec les notes que mettent les juges pendant les concours de 3 ans. C'est l'élément auquel ils sont le plus sensibles. Attrité indicatif, et nous nous sommes concentrés sur des chevaux de l'élevage du taux, et d'où la présence de Jean-François Noël, qui nous a présenté, je crois, une bonne vingtaine de chevaux et sans doute plus sur les 2 années de mesure. Quelques chevaux de cet élevage-là. Ce que je vous propose comme scénario, c'est que j'ai donné à Jean-François la liste des chevaux dont je veux vous présenter les mesures. De façon anonyme, à titre indicatif, nous nous sommes engagés, parce que c'était
la condition pour avoir une bonne acceptation de la part des présentateurs, à conserver l'anonymat sur les chevaux, au moins jusqu'au stade où on ira sur des données génétiques. Il n'est pas question que ça nuise au commerce. Pour le moment, nous n'avons pas d'a priori sur la notion de qualité et nous travaillerons sur les liens entre ces mesures et la qualité ensuite. Donc, concernant le premier cheval, la frappe des antérieurs est un peu supérieure à la moyenne. Le cheval, pardon, je vous ai parlé à tort de moyenne la plupart du temps. Il faudrait mieux que je parle de médiane. Les chevaux sont classés en fonction de leur rang sur l'ensemble de la population. Ce sont bien sûr des valeurs chaque fois corrigées en fonction des données de concours. Sur le plan statistique, il y a des concours où en fonction du sol, en fonction de la météo, en fonction de l'équipe qui pousse, les chevaux sautent différemment par rapport aux concours voisins et ces corrections sont prises en compte. Donc le premier cheval a une frappe des antérieurs assez élevée, a par contre une poussée des postérieurs très basse, d'où un ratio parmi les plus bas de ce que l'on constate. Donc c'est un cheval qui, a priori, arrivait dans un équilibre relativement sur les épaules, faisait une frappée très forte de ses antérieurs pour passer son massif antérieur au-delà de l'obstacle et ne conservait plus suffisamment d'énergie pour passer les postérieurs et risquer vraisemblablement de faire des fautes de postérieur si les sautes étaient un petit peu hauts. Donc le temps de planer est relativement bas, il ne monte pas très haut, assez logique avec ce style-là, et l'impact à la réception est dans la moyenne. Jean-François, vous qui avez le nom du cheval. Ouais, cette jument-là, c'était tout à fait ce qu'elle était. On l'a travaillée il y a 4 ans. On a eu du mal, elle était très respectueuse, elle pensait toujours à ses antérieurs. On a eu du mal à l'engager, à lui faire passer ses postérieurs. Mais par contre, elle avait un très bon mental, elle a très bien appris, elle a été vendue quand même, parce que si vous voulez, la différence de toutes ces mesures-là, c'est le mental. Hein. Ils peuvent avoir des gros défauts, mais si on arrive à les travailler et s'ils coopèrent, les chevaux, ils font la différence. Voilà. Alors, un profil complètement opposé chez le cheval suivant. Pardon. Une frappe des antérieurs extrêmement basse, une frappe des postérieurs plutôt dans le haut du tableau. Donc, un rapport postérieur sur antérieur très élevé. C'est a priori un cheval qui arrive dans un équilibre très léger, très reculé. Il passe ses antérieurs sans avoir besoin de faire d'efforts et garde beaucoup d'énergie pour avoir une poussée des postérieurs et un passage de dos important. Ça se traduit par une élévation très importante. C'est un cheval qui, sur les sauts que l'on a vus, est monté très haut. Et par contre, un impact à la réception relativement important. Il a peut-être fait des sauts en cloche, montant très haut et retombant de façon un petit peu verticale. C'est sûr que le deuxième a beaucoup plus de moyens que la première. Par contre, il représente beaucoup plus de difficultés à travailler parce qu'il est moins coopératif, il est un peu regardant. Donc, mais par contre, dans le potentiel pur, c'est sûr que c'est un cheval que j'ai encore, normalement qui doit faire un bon 5 ans, mais il y a beaucoup plus de travail par rapport à la première. Et concernant son équilibre, le fait que je le vois avec un équilibre relativement reculé et donc très léger dans son avant-main, ça correspond ? Oui, mais par contre, on a du mal à le faire galoper. Il ne reste pas toujours engagé. Pas toujours engagé. D'où peut-être ces sauts en cloche. Voilà. Troisième cheval du même élevage. Une frappe des antérieurs relativement élevée, une poussée des postérieurs relativement élevée aussi, un ratio postérieur sur antérieur tout à fait dans la moyenne, un temps de planer relativement long, et par contre, là aussi, sans doute des sauts en cloche. Donc un cheval assez dans la moyenne, mais
très légèrement sur les épaules. Je le qualifierais d'horizontal. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, elle avait beaucoup de potentiel, cette jument-là. C'est sûr qu'elle était un peu sur le nez, mais beaucoup de force. Cette jument-là a eu 14 sans faux sur 14 cette année. Elle est vendue d'ailleurs. Mais c'est une très bonne jument. C'est sûr, cette jument était très bonne. En tous les cas, en matière de moyens de façon générale, c'est assez élevé. Un cheval extrêmement léger dans son avant-main, avec une grosse poussée postérieure, un ratio très élevé bien sûr, sans doute des sauts très en longueur parce que l'impact à la réception est très bas et une puissance, une élévation dans la moyenne plutôt haute. Oui, cette jument-là, oui, avait beaucoup de mal à frapper, elle avait assez de force. C'était une jument un peu comme la première jument, une jument qui n'avait pas toute la qualité. Mais malgré son défaut, elle était sympa, donc elle a été vendue cette année dans les 4 ans. Et l'amateur qui l'a acheté est très content de la jument. Mais c'est une jument qui avait des défauts d'équilibre. Un cheval assez tout à fait dans la moyenne concernant sa frappe des antérieurs, un petit peu bas dans sa poussée postérieure, et donc avec un ratio relativement bas parce qu'il manque un petit peu de poussée. Un cheval avec pas beaucoup de puissance sans doute, il n'est pas monté très haut, mais faisant des sauts un petit peu horizontaux. Un cheval qui manque un peu de puissance en général. Oui, c'est tout à fait juste. C'est une jument qui est sympa. C'est une petite jument, sympa, pas trop de force, mais qui est bien équilibrée. Et pour terminer, exactement l'opposé, un cheval avec une frappe dans la moyenne, mais beaucoup de poussée postérieure, un ratio qui va dans le sens très clairement de la propulsion, un temps de planée très élevé, donc des sauts spectaculaires qui sont dans la moyenne. La trajectoire n'est ni plate ni longue. A priori, c'est vraiment le cheval du lot qui fait envie. C'est un cheval que j'ai toujours, que je crois beaucoup. Normalement, il est très bon, c'est sûr. Il a sorti l'année dernière dans les 4 ans. Il a fait que des sans fautes, mais un peu comme la jument qui avait un peu un problème d'équilibre. C'est des très bons chevaux. C'est des très bons chevaux. Après, celui qui ira le plus loin, j'en sais rien. Parce que peut-être que c'est celle qui a un problème d'équilibre. On ne peut pas savoir ça. L'effet cavalier. Évidemment, le mental du cheval. La façon d'utiliser chacun de ces chevaux est différente. Par contre, je pense que les données sont assez justes. J'ai regardé beaucoup de mes chevaux. Mais après, il ne faut pas le prendre comme une chance. Parce que moi, il y a certains chevaux qui avaient plus de potentiel, mais avec un mental moindre, ont été vendus moins cher que d'autres qui avaient des défauts. C'est un plus de savoir ça. Ça va, moi, je pense servir beaucoup pour les étalons, pour faire des accouplements. Mais par contre, c'est des données, si vous donnez ça à un amateur, des données comme ça, qui dit, tiens, celui-là, il n'a pas de force, celui-là, ça ne va pas aboutir. C'est un outil. C'est ce que je veux dire. Et donc, si on veut conclure, il faut commencer par une caractérisation fine pour aller dans le sens d'une approche génomique. Le rebond et la cadence au trot, pour mémoire, ou au galop d'ailleurs, sont des grandeurs très héritables, donc des axes de sélection probablement. On n'a pas trouvé de lien entre les allures et l'aptitude au CSO, ou en tous les cas entre ce que l'on a mesuré sur les allures et l'aptitude au CSO. Donc, il est possible d'améliorer la locomotion sans détériorer les performances en saut d'obstacle. Ça peut être le choix d'un éleveur. Et les mesures sur le saut en liberté donnent une bonne indication sur la façon dont saute le cheval et dont il gérera son équilibre dans la phase d'abord. Ça n'est pas un critère commercial. Ça pourra devenir un critère de sélection. On va indexer les reproducteurs là-dessus très certainement, même avant d'en arriver à la phase génomique. Mais il faudra encore quelques centaines de chevaux. On ne parle pas d'héritabilité et d'indexation performance avant d'être à 1000 chevaux, indexés, apparentés entre eux, indexés sur le même caractère. Merci pour votre attention. Bien.